Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me présente donc Céline Vinault, je suis directrice de l'Institut Carnot aux matériaux équipements durables et je pilote l'Alliance Ville durable, sobre et connectée, qui est la thématique de cette conférence. Donc je serai accompagnée de Laurent Arnaud, directeur du département bâtiment durable du CEREMA, qui fait partie de l'Institut Carnot Climadapt, de Lionel Soulac, professeur au sein du LMFA de l'Institut Carnot Ingénierie à Lyon, et d'Elisabeth Vidal, qui est directrice de l'Institut Carnot Eau et Environnement. Un petit rappel sur le contexte. À l'horizon 2050, nous serons 6 milliards de personnes sur la planète, et avec une partie de cette population de 70% qui sera une population urbaine, qui habitera en zone urbaine. Cette urbanisation de la démographie soulève un certain nombre de défis que vont rencontrer les villes, des défis de transition écologique, mais également d'attente sociétale et de mutation économique. Au niveau national, il a été défini 3 enjeux prioritaires pour les politiques d'aménagement urbain. Donc, la résilience climatique, la sobriété de la consommation des ressources et le vivre ensemble. Dans ce contexte, les instituts Carnot ont mené une réflexion et sont rassemblés autour de cette thématique de la ville durable. Donc, au sein de cette alliance que nous représentons aujourd'hui, on trouve 5 Carnot. Il y a un absent aujourd'hui. Le Carnot CETIM, le Carnot Climadapt, le Carnot Eau et Environnement, le Carnot Ingénierie à Lyon et le Carnot MECD. Afin d'alimenter cette alliance, on s'est positionné en se disant, cette alliance, on travaille sur la ville durable, on doit tout d'abord définir ce que l'on entend ensemble sur ville durable, qu'est-ce qu'on met sous cette thématique, et puis quel est le périmètre que nous adressons. Donc dans ce périmètre, nous on a défini 4 piliers, que sont le bâtiment, de sa conception à sa fin de vie, les infrastructures et l'adaptation aux nouvelles mobilités, avec un lien vers une autre alliance qui est l'Alliance Mobilité qui existe au sein des Carnot, les infrastructures et leur adaptation au changement climatique, avec tout ce qui est lié à la pollution, à l'eau, au réseau de chaleur, à la connectivité, et un pilier qui nous paraît important, qui est l'usager, l'habitant de cette ville et les collectivités. Et avec cet usager qui vit dans la ville. Et donc, ces 4 piliers sont pour nous les piliers de la ville durable, sobre et connectée. Alors, cet été, on a eu un certain nombre de sujets qui ont été mis en avant autour de cette ville durable et un certain nombre de défis pour la ville et l'usager. Ce qui m'amène à me retourner vers vous et à vous poser une question autour des enjeux, on l'a vu cet été, qui sont les changements climatiques et la préservation des ressources. Tout d'abord, pour chacun d'entre vous, en 2 mots, quels seraient vos 2 mots sur le changement climatique et préservation des ressources? Qu'est-ce qui, au sein de votre Carnot, s'adresse à ces thématiques? Alors sur changement climatique, ça va être tout ce qui concerne l'évaluation des îlots de chaleur, et sur préservation des ressources, j'évoquerai la notion de recyclabilité des matériaux. En 2 mots. Donc, de mon côté, oui, moi, effectivement, sur les aspects d'économie de ressources, les thématiques sur lesquelles on travaille, c'est la maîtrise, en fait, des fuites dans les réseaux d'eau potable pour éviter, effectivement, de gaspiller de l'eau. Et puis, sur une deuxième thématique, qui est la réutilisation des eaux usées traitées ou des eaux pluviales en ville pour effectivement limiter les prélèvements. En 2 mots, simplement, moi je dirais adaptation et atténuation.
mais c'est un petit peu facile dans le contexte et tout le monde aurait cité ces deux mots. Non, moi je vais insister sur des sujets qui sont des sujets structurants au niveau du Carnot Climadapt. Le premier, il porte sur les nouveaux matériaux de construction, c'est-à-dire comment avoir des matériaux beaucoup plus respectueux, beaucoup plus disponibles et contribuant à la préservation de l'environnement. Et puis, un deuxième sujet, mais qui est un inter-Carnot, bien entendu, le traitement des ICU et notamment la végétalisation de notre vie avec tous les aspects positifs qu'il peut y avoir. Maintenant, je vais vous demander, puisque vous m'avez défini ces grands défis, d'illustrer quelles solutions vos Carnots, l'Alliance Carnot peut mettre en avant vis-à-vis de cette ville que l'on veut sobre, anticipant les risques naturels et technologiques. Alors, moi, je peux commencer. Je vous ai parlé effectivement de l'aspect de la maîtrise en fait des fuites dans les réseaux d'eau potable au sein en fait de notre Carnot et des choses qu'on peut développer et améliorer au sein de notre Alliance Carnot. Donc, ce qu'on développe, c'est des solutions justement pour améliorer la gestion patrimoniale de ces réseaux d'eau potable. On a des projets autour en fait de développement d'analyse coût-bénéfice pour arbitrer entre les différentes composantes de la performance, la continuité de service, la qualité de l'eau, les pertes, et en vue d'orienter les décisions en fait de renouvellement des réseaux par les collectivités ou leurs gestionnaires. Et on s'appuie pour ça sur le développement d'une plateforme logicielle qui aide justement à prioriser et à orienter les renouvellements de conduite. Cette plateforme numérique, elle couple en fait deux logiciels qui ont été développés pendant de nombreuses années dans nos laboratoires. Le premier logiciel, c'est le logiciel CAS, qui est en fait un modèle statistique pour le renouvellement des tronçons de canalisation. Et puis un deuxième logiciel qui s'appelle le logiciel Porto, qui permet de modéliser et d'optimiser pour la gestion justement opérationnelle de ces réseaux. Et en fait, la plateforme permet donc de coupler ces deux logiciels et un système d'information géographique pour localiser justement ces problématiques de casse. L'objectif, c'est d'aller vraiment d'être beaucoup plus efficace et d'aller vraiment aux endroits où on va pouvoir, la réparation va être la plus efficace. Voilà. Laurent ? Oui, je peux enchaîner sur les deux thématiques dont je vous parlais. Le CEREMA, au travers de son Carnot Climadapt, travaille sur l'ensemble de ces thématiques, de ces 6 thématiques, dont les infrastructures, les routes, les ouvrages d'art, les risques naturels, toutes les questions environnementales. On travaille pas mal sur les ports, les fleuves, le littoral, la mobilité. Je vais parler plus particulièrement d'un domaine que je connais, qui est celui des bâtiments. Sobriété des matériaux de construction et même trouver des matériaux qui soient des matériaux vertueux environnementalement parlant, et notamment des matériaux qui permettent de stocker du carbone. Nous travaillons beaucoup sur à la fois la caractérisation, l'optimisation des performances des matériaux biosourcés qui permettent d'avoir aujourd'hui des solutions qui captent le CO2 et qui permettent de le stocker dans les matériaux de construction. Alors pour cela, il reste un certain nombre de challenges à gagner, bien entendu, à sécuriser la ressource, à faire évoluer la réglementation. Les dernières évolutions dans le domaine du bâtiment sont extrêmement claires et visent à la fois à faire des économies d'énergie, mais également à trouver des solutions qui soient environnementalement très
très performante, on y travaille. Il faut aujourd'hui que sur le terrain, dans les territoires, on trouve des solutions, on développe des solutions, et c'est tout le mal que l'on se donne au niveau du CEREMA. La deuxième chose, mais j'en parlerai pas beaucoup parce que ça peut être évoqué aussi en intercarnon entre nous, c'est le recyclage des matériaux. On sait très bien que nous travaillons, nous, sur les sédiments, par exemple, que l'on va pouvoir récolter, sur les matériaux de déconstruction, des choses qui se font dans le domaine de la route assez couramment. On est en train de le transférer également dans le domaine du bâtiment. Et donc, cette sobriété, c'est à la fois réutiliser, mais même aller au-delà, c'est-à-dire trouver des nouvelles solutions. Voilà une forme de travail au niveau de notre carnot et en intercarnot qui peut être développé. Lionel ? Alors pour embrayer, je pense que tout d'abord en préambule, une des forces des carnots, c'est d'associer une diversité de compétences disciplinaires, d'être capable de les faire travailler ensemble. Et un des enjeux principaux de la ville, c'est la vision systémique, c'est-à-dire le fait de devoir intégrer au sein d'un même territoire tout un ensemble de problématiques et de trouver des solutions qui sont à la fois viables économiquement, durables du point de vue écologique et puis aussi acceptables par les citoyens. Alors sur la problématique de l'eau, on mène des travaux sur la problématique de la propagation des inondations, des ondes de crue en milieu urbain et voir comment les aménagements, la topologie de la ville, son organisation en termes de bâti, d'équipement, de végétation, peut soit aggraver, soit au contraire faciliter le traitement de ces événements extrêmes. Et l'objectif, c'est d'apporter des clés de décision au pouvoir public et également de valider des outils d'aide à la conception pour l'aménagement, que ce soit du bâti ou de l'urbanisme. Oui, je peux peut-être rebondir sur cette thématique et je pense que ce sont des points de rapprochement entre nos carnots et d'intérêt, bien entendu. Le CEREMA et ClimAdapt travaillent pas mal sur comment la nature peut venir atténuer les effets du changement climatique. Mais comme le disait Lionel, il faut se garder d'avoir des solutions toutes faites. Il y a de l'ingénierie. Deux choses à citer. La première chose, on sait très bien que la végétalisation en toiture ou en façade peut être une très bonne solution pour atténuer à la fois le rayonnement lumineux en été, faire des effets de double peau et amener via l'évapotranspiration un certain nombre d'éléments positifs pour les bâtiments. Encore faudrait-il les objectiver clairement pour pouvoir donner un aménagement optimisé. Et ça, il y a de la recherche et du développement là-dessus. Mais également, il faut se prémunir, par exemple, planter de la végétation trop près des bâtiments peut amener un certain nombre de pathologies. On le voit par exemple dans certains cas sur ce qu'on appelle les retraits gonflements des argiles. Ça peut être un effet qui peut être un effet néfaste. Donc attention, la nature en ville peut être une très bonne solution vis-à-vis des aménageurs et des aménagements, mais avec une ingénierie derrière qui permet d'en tirer le contexte le plus optimisé pour en tirer que des bénéfices. Le CEREMA y travaille et il travaille sur les territoires. Oui. Vas-y, Elisabeth. Oui. Donc oui, et sur les solutions fondées sur la nature, on travaille en fait nous aussi sur ces solutions-là. Je vous ai dit tout à l'heure sur le volet de la ville sobre et en termes d'économie de la ressource, on travaille sur la réutilisation des eaux usées et justement sur l'usage aussi de solutions fondées sur la nature pour réutiliser ces eaux usées. Pour ça, en fait, on a des outils qui nous permettent en fait de les concevoir et puis d'évaluer leur performance. Pour ça, en fait, on a au sein de nos carnots des plateformes. Nous, au sein du carnot eau et environnement, on a 4 plateformes en fait qui travaillent sur ces sujets et sur les procédés de traitement. Une qui est spécialisée en fait sur les filtres plantés, qui permet en fait de tester et qui a les procédés à différentes échelles. On a 2 halls d'expérimentation de plus de 150 mètres carrés qui permettent
de tester en fait les procédés et leur efficacité, d'installer des pilotes, et en fait les entreprises et les développeurs de solutions sont invités et peuvent venir utiliser ces outils. On a accès sur ces plateformes à des eaux réelles, en fait, des eaux usées réelles. Et puis, on a aussi de plateformes pour la réutilisation des eaux usées à des fins d'irrigation et d'irrigation agricole, donc qui nous permettent de tester les performances des solutions fondées sur la nature ou d'autres procédés en matière de traitement d'eau. Et puis, je vous ai dit tout à l'heure aussi qu'on réutilise l'eau usées, traitées, mais aussi on essaie de réutiliser les eaux pluviales. Et donc aujourd'hui, c'est dans un contexte effectivement de gestion intégrée de l'eau en ville, où on essaie d'avoir une nouvelle fabrique de la ville qui nous permet de passer de la ville en entonnoir, où en fait toutes les eaux étaient collectées et puis traitées et évacuées et centralisées sur des réseaux unitaires, à une ville plutôt passoire, jusqu'à une ville idéale qui serait une ville éponge, où en fait les eaux seraient infiltrées et grâce à des solutions qui seraient des solutions multifonctionnelles, où à la fois on réutiliserait de l'eau, où on l'infiltrerait. Et aujourd'hui, on développe en fait des scénarios qui permettent en fait de combiner à la fois les solutions fondées sur la nature, puis les solutions tuyaux qui existent, puisqu'elles sont là, et c'est des infrastructures qui sont là, pour essayer d'orienter les nouveaux aménagements des villes. Petit exemple, mais complémentaire, et excuse-moi Lionel, de ce que vient de dire Elisabeth, nous avons développé une solution qui vise à réinjecter à un moment donné où il y en a besoin dans les sols argileux avec des argiles gonflantes de l'eau, pour éviter qu'il y ait, du fait de la dessiccation, notamment quand le sol est non homogène, des pathologies qui se créent dans un certain nombre de bâtiments. C'est un exemple simple d'une éponge, alors peut-être à retardement, c'est une notion que l'on peut mettre de manière à atténuer les effets des cycles donc de séchage et d'humidification des argiles et de limiter les pathologies. C'est un problème qui est extrêmement important. J'étais à une conférence lundi sur le sujet et par exemple un chiffre, 15 milliards ont été injectés par les assureurs sur cette problématique-là les 10 dernières années. 15 milliards d'euros, ça fait rêver en termes d'abondement de recherche et développement. Et un petit peu dommage de commencer à chercher sur le sujet quand on en a les conséquences. Mais bon, il faut rester positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup de budget, mais justement, il faut qu'on mette de l'ingénierie, qu'on mette du savoir-faire pour éviter de faire des mauvais choix, parce qu'on peut se laisser influencer par notre tendance à vouloir mettre de la nature partout. Et comme tu l'as dit, c'est pas toujours que des bonnes solutions. Il peut y avoir des effets rebonds. Cet été, avec la canicule, il y a eu beaucoup d'arbres qui étaient en stress hydrique dans les villes et qui respiraient sans faire beaucoup de photosynthèse et donc qui produisaient du CO2 sans forcément en consommer beaucoup. Et donc il faut anticiper tout ça, il faut travailler là-dessus. Au sein de Carnot Ingénierie à Lyon, on a des plateformes en laboratoire pour étudier en soufflerie ou dans des canaux hydrauliques à échelle réduite toutes ces problématiques. Ça permet de bien étudier les phénomènes, de bien comprendre ce qui se passe sur des tas de configurations un peu simplifiées. Et ensuite, on se confronte à la réalité de terrain en faisant des observations, en mesurant des sites expérimentaux équipés, notamment sur le campus de l'Université à Lyon. Et tout ça nous amène à développer des logiciels qui vont permettre de cartographier la température en milieu urbain, de voir quel va être l'impact de telle stratégie de réaménagement des bâtiments. Donc si on met des façades végétalisées, des toits végétalisés, si on change les matériaux, si on met des arbres dans les rues, parce que forcément ça crée de la végétation, mais ça ralentit la circulation de l'air aussi, donc ça a plein d'effets, donc on peut étudier. Et l'objectif de ces logiciels, c'est de les mettre à disposition des bureaux d'études en aménagement urbain, des bureaux d'études en bâtiment, pour qu'ils aient une idée de l'environnement du nouveau bâtiment qu'ils sont en train de définir, parce que localement,
on n'a pas les mêmes conditions météorologiques que celles qu'on peut récupérer au niveau d'une station météo, et puis qui vont permettre au pouvoir public également de se projeter et d'imaginer la ville de demain avec des outils d'ingénierie adaptés. Peut-être deux petits mots, toujours en réaction à ce que vient de dire Lionel. Je pense qu'il y a une complémentarité, et celle-là on ne l'avait pas vue, sinon on en aurait parlé avant, mais on a sorti une base de données, Sésame, sur l'ensemble des arbres et de leurs caractéristiques essentielles en termes d'évapotranspiration, en termes de taille un petit peu et de nécessité vis-à-vis de ça. Je pense que c'est un des points qu'on pourrait consolider ensemble. Et puis la deuxième chose, on a nous une mission au niveau du CEREMA aussi sur un retour d'expérience et de bonnes pratiques. Et je vous invite à consulter un guide sur les jardins de pluie qui est à la fois une très belle illustration de ce qu'on est capable de faire pour gérer les eaux pluviales, mais également qui donne des solutions potentielles en fonction des contraintes que chacun rencontre dans ses projets. C'est bien parce que tu as amorcé ce que j'allais dire, c'est-à-dire que là, je pense que vos exemples montrent bien la complémentarité que l'on trouve au sein de l'Alliance avec cette partie où on regarde le bâtiment, mais également son environnement, les eaux usées, l'espace urbain autour et ce qu'on peut apporter les uns et les autres sur ce type de projet, sans oublier MECD et le CETIM qui sont présents au sein de l'Alliance, mais qui ne présentent pas aujourd'hui. Sinon, il nous aurait fallu 2 heures et il nous a laissé 35 minutes. Donc voilà. Je me retourne vers la salle. Si vous avez des questions, on peut peut-être les prendre maintenant avant que je ne demande à mes interlocuteurs d'intervenir sur un nouveau sujet. Merci beaucoup. Frédéric Bourquin, Université Gustave Eiffel. Donc, nous sommes très impliqués évidemment sur ces questions, très intéressés, notamment par les stratégies bas carbone. Comment les instituts ici réunis accompagnent-ils les professions et éventuellement les collectivités sur les stratégies bas carbone? Alors, on a un peu parlé effectivement du géosourcé, du biosourcé, matériaux-biosourcés, etc. Est-ce qu'il y a d'autres actions ou d'autres produits ou d'autres résultats qui sont directement utilisables pour quelque part réduire l'empreinte carbone de la ville? Alors au sein du Carnot MECD, c'est matériaux équipements pour la construction durable. Donc on retrouve les 4 centres techniques de la construction et de laboratoires universitaires. Et donc nous, on apporte des réponses. Chaque matériau travaille sur sa décarbonation, ça c'est clair. Et on gagne, nous, notre idée, c'est aussi de se dire, on apporte des solutions dans la mixité. Et dans la mixité de nos matériaux, dans la mixité en allant chercher d'autres matériaux tels que les biosourcés. Et c'est vraiment un gros travail que l'on a actuellement, qui est d'autant plus accéléré par les nouvelles réglementations, dont la RE 2020, qui pousse tout le monde et qui nous pousse à nous challenger et à trouver de nouvelles solutions, à proposer de nouvelles choses. Moi, je vais apporter une réponse, mais elle sera peut-être avec une dimension au-delà du matériau. Vous avez parlé de la ville, et bien entendu que c'est la bonne échelle à laquelle réfléchir. Et le CEREMA, en fait, travaille sur beaucoup de domaines différents. La mobilité, en termes de décarbonation, a son importance dans la démarche. Bien entendu qu'on parle de nouveaux matériaux ou de matériaux, et c'est très bien, mais il faut penser aussi rénovation, réhabilitation, je parle pour le bâtiment. On a parlé de végétalisation, je pense que ça y contribue également. Donc, et puis de déchets, il y a une réflexion à traiter au plus proche l'ensemble des déchets pour éviter de les balader. Donc en fait, c'est tout un ensemble d'actions. Et la difficulté, à mon sens, c'est de trouver une stratégie cohérente, optimisée, pour aller vers. Et ça, il y a encore du travail de développement pour établir cette stratégie par rapport à un état initial et par rapport aux forces et faiblesses de chacun pour définir sa propre stratégie. Il y a des villes qui ont démarré cette démarche qui est très intéressante,
qui est une approche et une analyse globale pour avoir une optimisation sectorielle en fait de ces actions. Donc c'est plus global, c'est pas une réponse que j'apporte, c'est une vraie problématique qui est ouverte, mais un enjeu majeur pour à la fois la réunion de nos carnaux, mais également l'adhésion, parce qu'en fait les carnaux en eux-mêmes ne peuvent rien. C'est pas vrai, on essaie de contribuer et d'apporter des choses, mais avec l'ensemble des acteurs, parce que c'est tout l'écosystème qu'il faut arriver à entraîner. Je crois qu'il y avait une question. Oui, bonjour, Céline Feugier, Alstom. Donc sur le sujet ville sobre et connectée, il y a pour moi un volant mobilité qui me semble important au niveau d'une ville. Et je fais la connexion entre mobilité et urbanisme, et je suis un petit peu surprise de voir que sur la table ronde, il n'y a pas cet aspect qui est traité. Donc je voulais juste savoir si c'est juste un problème de timing ou dans l'échelle des priorités, est-ce que est-ce que vous l'avez bien dans votre alliance identifié? Et si oui, est-ce que vous avez éventuellement capacité d'avoir quelques thèmes que vous abordez? Alors en fait, il a fallu il y a plusieurs alliances qui ont été faites au sein des Carnot, et il y a une alliance qui traite de la mobilité, puisqu'on a des collègues Carnot dont c'est vraiment les thématiques fortes. Nous, on l'aborde du coup pas par le tram, l'outil de la mobilité. Et on fait un lien avec eux, Ingénierie à Lyon, à qui je vais donner la parole, et notre interface avec cette autre alliance, bien sûr qu'il faut qu'on la prenne en compte, bien sûr qu'il y aura des travaux. Parce que pour moi, je la prends pas au niveau tram, mais plus au niveau usage et choix des personnes à un moment donné à se déplacer. Et vous avez parlé d'atténuation. Et enfin, le premier poste d'empreinte carbone d'une ville, en tout cas pas loin, c'est les transports aussi. Et c'est pas parce que je travaille chez Alstom que je veux forcément promouvoir des solutions de transport public, hein, mais il y a une partie acceptabilité de sobriété par rapport au déplacement. Et pour moi, il y a une forte interaction entre l'urbanisme et la mobilité au sens large. Et le fait de ne pas le coupler au niveau de nos instances scientifiques et académiques, je trouve ça juste... je pense qu'il y a un intérêt à le faire. Voilà. Alors vous avez raison, parfaitement. Je pense que tout est couplé. La difficulté, c'est d'arriver quand même à décomposer un petit peu le problème pour arriver à le traiter, parce que finalement, la ville étant le territoire où tout se passe, même si, comme tu l'as rappelé, 70% des personnes dans le monde vont vivre en ville, on pourrait tout mettre sur le sujet de la ville. Donc il y a des interfaces, on les traite. Notamment nous, on travaille sur la question de la pollution atmosphérique induite notamment en milieu urbain par le trafic, mais pas uniquement. Ça pose aussi la question on cherche à faire des villes sobres, et donc des villes sobres, c'est des villes qui ont tendance à être un peu plus resserrées, où il y aura des transports qui seront optimisés, mais aussi des risques qui seront plus importants, parce que quand on dit transport, ça peut être transport de matières dangereuses aussi, qui vont se placer en milieu urbain. C'est la proximité retrouvée des industries et de la résidence, parce que si on ne veut pas envoyer les usines à l'autre bout du monde, eh bien il faut les mettre pas trop loin de chez nous, si on veut que les gens ne mettent pas des heures à aller au travail. Donc tout ça fait que c'est une problématique, ce que j'évoquais au début, interdisciplinaire, multicritère, et il faut effectivement traiter le problème dans sa globalité. Deuxième petit éclairage, vous avez raison, il faut le prendre en compte. Mais à partir du moment où, et notamment chacun des établissements, enfin moi, au niveau du CEREMA, c'est une de nos domaines d'intervention principales, au même titre que les infrastructures, je l'ai dit tout à l'heure. Mais effectivement, dans l'Alliance, c'est pas le cœur, sachant qu'il y a une autre alliance qui est dédiée à ça. Mais pour autant, c'est une des données essentielles de nos réflexions, bien entendu.
Et on s'attache à faire des liens. En fait, c'est pour ça que les Carnot se sont constitués en alliance. Vous ne le voyez pas, vous, mais nous, en fait, on réfléchit. C'est toute une organisation interne, en fait, qui nous permet de réfléchir ensemble à des sujets en jeu et ensuite à s'organiser pour y répondre et pour proposer, en fait, des projets et des solutions à nos interlocuteurs partenaires. Mais dans ce que vous disiez, il y a quand même deux éléments très importants. C'est les différentes temporalités, c'est-à-dire que quand on travaille sur le bâtiment, sur l'urbanisme, c'est vrai qu'on est sur du temps très long. Et quand on est sur des pratiques de mobilité, on peut changer demain. On peut décider demain de changer, pas forcément l'infrastructure de mobilité, mais ça amène à la question de l'acceptabilité et des pratiques des citoyens. Et c'est aussi un sujet qu'on n'a peut-être pas encore évoqué, mais toutes les solutions dont on discute ici, il faut aussi travailler à ce qu'elles soient utilisables, acceptables par les citoyens, parce que sinon ça ne marchera pas. Ça me donne l'occasion justement de parler aussi on a parlé de développement, donc on parle de développement de procédés, de développement technologique, mais aujourd'hui en fait on développe de plus en plus au sein de nos Carnot d'outils. En fait, on appelle ça des jeux sérieux, en fait, des outils qui aident en fait à la concertation. Et aujourd'hui même, on couple en fait ces jeux dits sérieux avec des logiciels qu'on a développés en parallèle pour mesurer les effets d'action ou de modéliser des phénomènes. À titre d'exemple, par exemple, là sur la partie vraiment très urbaine, pour la gestion en fait des inondations et la prise de décision quant à la gestion du risque inondation, on a développé un jeu sérieux en fait qui permet justement de mettre les différentes parties prenantes justement en jeu, et ensuite on l'a couplé avec un modèle qui permet en fait de voir en fait la propagation des inondations, et le couplage du jeu avec le modèle permet de voir en direct l'impact en fait des solutions qui sont décidées pendant le jeu sur en fait sur la ville, voilà. Et donc là c'est un plan de jeu qui est à la fois numérique et puis un tapis de jeu classique. Et là, le laboratoire est en train de faire une maquette 3D pour qu'en fait le passage de la décision à l'illustration sur le terrain soit encore plus visible. Juste un petit mot de complément de la part de Climadapt. Il y a effectivement des sciences pour l'ingénieur, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des sciences humaines et sociales. On travaille beaucoup sur l'usage et sur l'accompagnement au changement. On sait très bien que c'est compliqué et que l'on peut avoir beaucoup d'effets inverses à ce que l'on poursuit. Donc on ne dissocie pas dans nos travaux ces deux aspects, et notamment sur la question des transports. Je pense, ce sont des sujets qui sont assez sensibles. Voilà. Je regarde pour le temps. Et le temps de conclure. C'est ça. Donc juste en conclusion, mais vous l'avez bien rappelé, la ville est un écosystème où tout est connecté. Donc l'environnement, les infrastructures, les bâtiments, mais également les habitants et les usagers. Il faut avoir une vision multi-acteurs, multi-compétences et multi-critères qui va au-delà de notre alliance, hein, bien sûr, et penser des solutions durables, écologiquement acceptables, socialement acceptables et viables économiquement, parce qu'il y a ce volet économique que l'on n'a pas abordé, mais qui est également à prendre en compte et sur lequel on travaille également.